Donc voici l'installation solaire photovoltaïque autonome que nous allons étudier. À gauche, on retrouve le schéma unifilaire de l'installation, et puis à droite, quelques illustrations des différents composants de celle-ci. Pour commencer, l'étape cruciale est de déterminer le besoin en énergie des utilisateurs. Donc, dans notre cas présent, on peut retrouver ici des photos d'un bâtiment ainsi que le plan d'une salle type dans laquelle on va pouvoir visualiser différents types de récepteurs, de l'éclairage par exemple, des prises pour alimenter de l'informatique ou autre chose. On retrouve nos bâtiments dans lesquels il y aura les récepteurs consommateurs d'énergie. Si vous voyez bien le schéma ici, cette partie est une partie où va circuler, où va être consommée de l'énergie alternative. Pour fournir ce besoin énergétique, on va se déplacer sur la gauche du schéma. Sur cette partie, on va retrouver l'élément qui va produire l'énergie, à savoir les panneaux photovoltaïques. Un élément très important et sensible qu'on va retrouver ici, c'est le parc batterie. Le parc batterie va servir à stocker de l'énergie pour pouvoir délivrer de l'énergie aux utilisateurs lorsqu'il n'y aura pas suffisamment ou pas du tout de soleil. Pour gérer l'adéquation entre la production, le stockage et la consommation d'énergie, un élément va être inséré ici entre le parc de panneaux photovoltaïques et le parc batterie, c'est le chargeur de batterie. Donc il permet vraiment d'optimiser la production photovoltaïque et la gestion de charge de la batterie afin que celle-ci soit chargée le plus rapidement possible et le plus correctement possible, car cet élément est assez sensible. On retrouve la partie courant continu ou énergie continue, donc la partie dite DC, et de l'autre côté de cet appareil-là, on retrouve la partie énergie alternative dite AC. L'élément qui fait la liaison entre la partie DC et la partie AC, donc la partie DC ici avec la partie AC ici, c'est l'onduleur qu'on voit ici sur la photo et qu'on retrouve ici sur le schéma. Donc certains onduleurs sont équipés d'une entrée supplémentaire qui vont permettre le raccordement d'un genset ou d'un réseau, ce qui ne sera pas notre cas dans cette étude. La première étape, et qui est très importante, est le calcul de la quantité d'énergie que l'on va devoir produire pour que tous les récepteurs puissent fonctionner correctement. Donc je vous propose cette architecture de tableau sous Excel, après ça peut être modifiable. Donc on va lister les différents bâtiments, différentes salles, les différents récepteurs qu'on aura dans les bâtiments et les salles, leur quantité, leur puissance unitaire, leur facteur de puissance et leur temps de fonctionnement. Une fois qu'on aura rempli le tableau, il faudra trouver le rendement de l'onduleur. Donc souvent, quand on n'a pas le rendement précis de l'onduleur, on peut prendre 0,9. La formule de l'énergie, eh bien, c'est toujours une puissance fois un temps, qu'on multipliera par la quantité de récepteurs. Et pour passer cette énergie alternative du côté continu, car cette énergie va nous servir pour dimensionner les panneaux photovoltaïques ainsi que les batteries qui sont du côté DC, il faudra diviser par le facteur de puissance ainsi que le rendement de l'onduleur. Donc c'est ce que j'ai fait dans mon tableau. Pour chaque bâtiment récepteur, j'ai multiplié la quantité fois la puissance fois le temps de fonctionnement et ensuite j'ai divisé par le facteur de puissance et le rendement de l'onduleur. Le facteur de puissance, on le trouve généralement sur les fiches techniques des appareils. Donc là, par exemple, j'ai des tubes LED. Et ici, on voit l'amp power factor, ici, de 0,9. Pour chaque récepteur, je calcule donc cette fameuse énergie journalière différente. Donc, je calcule mon énergie par ligne. Et ensuite, ici, j'ai la somme. Et là, cette somme correspondra à l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de tous les récepteurs. Le calcul de la puissance crête nécessaire au fonctionnement de l'installation, on va la calculer, cette puissance,
avec la formule ici. On retrouve notre énergie utile du côté d'essai, que nous avons calculé précédemment, que l'on va diviser par 3 termes. Alors, le terme HID, c'est l'ensoleillement mini-quotidien du mois le plus défavorable, en fonction du plan d'inclinaison des panneaux et de l'orientation. On verra plus tard comment retrouver cette valeur. Les deux autres termes, RB et RI, vont dépendre du rendement énergétique des batteries utilisées. Souvent, pour un prédimensionnement, on utilisera le chiffre de 0,7. Après, on peut être plus précis une fois qu'on connaît les batteries que nous allons utiliser. Et puis, RI, le rendement énergétique de l'installation, qui est souvent pris à 0,85, mais là encore une fois, en fonction du niveau de précision de dimensionnement, on pourra aller creuser un petit peu au niveau des rendements des modules, des régulateurs, de l'influence de la température. Pour beaucoup d'installations, je le répète, le chiffre 0,85 est pris, et lorsqu'on multiplie 0,7 par 0,85, on retombe sur le chiffre de 0,6. Donc dans de nombreux ouvrages, vous trouverez que la puissance crête doit être supérieure à l'énergie utile divisée par 0,6 et l'ensoleillement, comme je l'ai décrit tout à l'heure, HID. Alors on applique maintenant cette formule. J'ai divisé l'énergie utile par le coefficient PR ainsi que l'ensoleillement HID et je trouve donc une puissance crête de 2880 watts crête donc. Ensuite, pour connaître le nombre de panneaux que je vais installer, il va falloir connaître la puissance unitaire d'un panneau. Alors là, je ne vais pas développer les avantages et inconvénients des différentes technologies de panneaux photovoltaïques. J'ai décidé de prendre des SUN 275 60P. Ils ont une puissance unitaire crête de 275 watts, donc il suffit de diviser mes 2880 par la puissance unitaire 275 et je trouve 10,5. Dans une prochaine vidéo, on verra combien de panneaux nous installerons et comment nous les câblerons entre eux. Pour calculer la capacité nominale des batteries, on utilise cette formule qui consiste à multiplier l'énergie utile, du côté d'essai évidemment, par le nombre de jours d'autonomie souhaité, et l'on divise ce produit par un autre produit, le produit de la DOD fois la tension. La DOD est un paramètre important. Il va impacter la durée de vie des batteries. Ici, j'ai choisi de prendre 40%, une valeur assez classique, mais on verra plus tard l'influence de ce paramètre sur la durée de vie, comme je viens de le dire. La tension ici influence aussi la capacité nominale des batteries. Plus on prendra une tension élevée, plus la capacité nominale des batteries sera petite. Et également, plus la tension sera élevée, moins on aura de courant qui circulera dans les câbles, donc moins de pertes et moins de chute de tension à ligne. J'ai décidé ici de prendre une tension de 48 volts, d'une dode de 40%, donc j'utiliserai 0,4 dans ma formule, et voici l'application numérique. Donc le calcul, je l'ai effectué ici, j'ai multiplié l'énergie utile fois le nombre de jours d'autonomie, que j'ai divisé par la dode que j'ai ramené en base 1, donc 0,4%, et les 48 volts qui sont ici, ce qui me donne 630 ampères. On peut revoir la formule de calcul ici dans la barre.